Eh bien, merci pour cette introduction et bonjour à tous. Donc, Jonas Chettel-Goldman, je suis docteur en neurosciences cognitives et cofondateur d'OpenMind Innovation, une start-up de neurosciences grand public qui a vocation à proposer des services qui permettent de garder l'esprit jeune, vif, en bonne santé tout au long de la vie. Alors, je voudrais commencer en vous présentant un extrait d'un court-métrage d'anticipation. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà, Hyper Reality de Keiichi Matsuda, qui présente un quotidien possible d'une employée sud-américaine qui se rend à son travail. Olvídalo. Estoy presente ahora. Leo. Estoy libre de mi ira. Estoy libre de mi tristeza. Y las formas me entregan. Habla español. Adiós. Alors, question, est-ce que cette projection dans le futur vous a semblé complètement invraisemblable ou au contraire plausible? Un peu plausible. Alors bon, si cette vidéo est clairement une vue de l'esprit, avec un certain parti pris, s'il y a encore certainement des verrous technologiques à faire sauter pour en arriver là, force est de constater que, ma foi, on a une projection qui n'est pas si invraisemblable que ça, et plutôt dans la continuité d'un grand nombre de services qui sont proposés aujourd'hui. Alors ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut s'appuyer sur cette projection pour identifier des points de contact, voire de friction, entre notre système cognitif, qui est en grande partie largement hérité de nos ancêtres préhistoriques, et les nouveaux usages qu'on a des outils numériques à l'heure d'aujourd'hui. Alors ce qu'on a vu ici dans cet extrait, c'était entre autres une généralisation de l'augmented reality, qui devient omniprésente, mais aussi personnalisée, avec une intelligence artificielle qui nous assiste, avec des marquages sur la route, des call to action sonores, visuels, un coach personnalisé, et donc une intelligence artificielle qui vient aussi possiblement susciter nos actions. On a une surcharge d'informations, avec des publicités et des notifications omniprésentes qui viennent saturer notre espace attentionnel. On a une multiplication des stimuli, avec de nombreux choix à faire rapidement et des changements de tâches assez fréquents, de nombreuses interruptions. Et puis on a des annonces et des messages qui sont extrêmement saillants et suggestifs, presque comme s'ils avaient été calibrés pour activer le plus possible notre système de récompense. Alors dans cette présentation, dans un premier temps, je vais essayer de cerner un peu mieux quelles influences, possiblement négatives, tous ces nouveaux usages du numérique peuvent avoir sur notre fonctionnement biologique, en particulier sur notre cognition. Et puis ensuite, dans un second temps, on va regarder de l'autre côté du miroir et puis on va chercher à mieux comprendre comment ces mêmes outils numériques en pleine mutation, offre aussi un potentiel formidable pour apprendre à mieux se connaître et agir sur soi, avec des promesses notamment dans le champ de la remédiation cognitive ou pour enrayer le déclin cognitif avec l'âge, par exemple. Alors, dans la vie de tous les jours, la plupart des tâches qu'on fait, que ce soit se lever, boire un café, discuter, répondre à un mail, vont s'appuyer sur notre capacité à s'adapter en permanence et adapter notre comportement et les informations qu'on traite pour mieux interagir avec les objets et les personnes qui nous entourent. Et donc ça, en neurosciences, on appelle ça le contrôle cognitif, et ça repose sur 3 piliers. Dans un premier temps, l'attention, c'est-à-dire notre capacité à diriger des ressources cognitives qui sont limitées dans le temps et dans l'espace sur un objet bien particulier. La mémoire de travail, notre capacité à garder en tête et à traiter une information quand elle est plus présente dans notre environnement, donc on ne peut plus l'apercevoir. Et enfin, la gestion de tâches, ça c'est notre capacité à passer avec fluidité d'une tâche, d'un objectif à un autre. Et aussi impressionnante qu'elle puisse paraître, toutes ces capacités ont des limitations fondamentales et n'ont pour beaucoup pas vraiment évolué depuis nos ancêtres primitifs. Si on prend l'attention par exemple, je vais vous prendre une image que j'aime bien de Jean-Philippe Lachaud, qui est un spécialiste français, un neuroscientifique sur l'attention, et lui il dit en gros notre cerveau, il a les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire pour arriver à traiter, en fait il ne peut pas traiter toute l'information qui se présente à nous. Sa faible capacité de digestion de l'information l'oblige à laisser de côté une grande partie de ce que le monde déverse en permanence dans notre assiette.
Et donc ici, l'attention, en fait, vient vraiment, c'est un peu elle est vraiment là pour guider la fourchette vers les meilleurs morceaux, quoi. Donc on voit bien l'intérêt énorme qu'il peut y avoir à comprendre les ressorts et tirer profit des mécanismes qui guident notre attention. Donc pour ceux d'entre vous qui prennent le métro, vous avez peut-être remarqué le remplacement progressif de tous les écrans papier, toutes les pubs papier par des écrans plats, larges. Et donc ici, la technologie exploite le fait que toute image en mouvement dans notre périphérie capture automatiquement notre attention, et que ça c'est vraiment un processus automatique, on ne peut pas s'empêcher de regarder, et c'est un héritage direct de notre évolution au cours de laquelle un danger pouvait surgir à n'importe quel moment. Et en fait, le problème c'est que cette action-là s'accompagne d'une élévation de notre niveau d'alerte et de stress qui au passage favorise la mémorisation de l'information. Et un autre exemple, est-ce qu'il est possible d'avoir la vidéo en plein écran? C'est possible ou pas? Je vais essayer de revenir en arrière. Ouais, non. Ok, bon. Alors, désolé, du coup, essayez de regarder bien ce qui se passe. Sorry, can you just trying to work out where I'm going? We are here. Right, okay. Yeah, I think it's sort of down there. Tout le monde a remarqué? C'est bon, il y a eu un remplacement de l'acteur et que, ma foi, la passante a absolument rien calculé. Alors on a tendance à croire que quand on est là, on perçoit vraiment tout ce qui nous entoure. Et en réalité, on peut faire complètement abstraction d'une grande partie de l'information de notre environnement quand on dirige notre attention sur un objet ou quand on a une tâche bien particulière. Et donc ça, on appelle ça la cécité inattentionnelle. Et si c'était amusant dans cet exemple, ça peut malheureusement avoir des conséquences tragiques. Notamment, il y a cet exemple dans l'aéronautique qui est bien connu, de ces pilotes qui sont tellement concentrés sur leur atterrissage que bien que leurs instruments détectent qu'il y a un problème et leur envoient des alertes sonores, visuelles, etc., ils ne les voient pas et ils finissent par se scratcher. On a possiblement aussi la... Attendez, j'essaie de me retrouver. On a clairement aussi au niveau des accidents de voiture, la cécité attentionnelle va sûrement jouer un rôle assez fréquent. Et donc fort de ce constat, on assiste à l'heure actuelle à l'essor d'un champ, c'est le champ de la neuroergonomie, qui vise justement à adapter les interfaces homme-machine pour prendre en compte la défaillance humaine et l'erreur en fait et nos limitations biologiques. Pour vous parler de la mémoire de travail, je voudrais on va se faire un petit jeu en fait. Alors, avant de lancer la vidéo, je vais vous montrer le NeuroTracker. Donc, le NeuroTracker, c'est une application d'entraînement cognitif à destination avant tout plutôt pour les militaires ou pour les sportifs de haut niveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle intègre un type de tâche qui est typiquement utilisé en neurosciences cognitives pour mesurer, entre autres, notre attention visuospatiale et notre mémoire de travail. Donc là, vous allez voir plusieurs balles, et deux d'entre elles vont s'illuminer, et votre tâche, ça va être d'arriver à les suivre quand elles vont se déplacer. Vous avez trouvé? Bon, alors cet exemple-là, il est pas très difficile, hein, la difficulté n'est pas très importante, mais on comprend bien qu'il y a une limite sur la quantité et la fidélité des informations qu'on peut garder en mémoire. Et du coup, si cette limite était satisfaisante du temps de nos ancêtres, on peut se demander ce qu'il en est aujourd'hui avec la quantité énorme d'informations qui nous submergent. Et notamment, nécessairement, on est amené à déporter une grande partie de nos ressources de mémoire sur des supports extérieurs. Et donc ça s'accompagne d'un certain nombre d'influences sur notre comportement et sur notre façon de fonctionner. Et on a vu notamment l'apparition de l'effet Google, depuis une quinzaine d'années, que vous devez bien connaître, hein. C'est le fait qu'on va plus facilement mémoriser le chemin qui mène à l'information que l'information elle-même. Alors quand on pense mémoire, on pense souvent concept, stockage de concepts abstraits comme des mots ou de souvenirs, de ressentis, de sensations, etc. Ça c'est la mémoire explicite qui permet de nous rappeler consciemment des faits et des choses. Mais il y a aussi une grande partie de notre mémoire qui correspond à des expériences dont on ne peut pas exprimer verbalement le contenu.
On parle de mémoire implicite, et c'est elle qui permet par exemple de conduire ou de manger sans avoir à se concentrer totalement sur ses tâches. Et en fait, c'est vraiment sur ce type de mémoire implicite que repose une grande partie de nos capacités cognitives, sociales, affectives, qui font qu'on est qui nous sommes. Et donc si on déporte une grande partie de ces capacités à la machine, ben, on peut se demander finalement qui on reste et où sont les limites de notre cerveau. Donc si par exemple on prend l'exemple du GPS, et ben, ici on va déporter nos capacités géospatiale, de mémoire géospatiale. Si on se met un iPhone sur le bras, et ben, en grande partie, on va venir court-circuiter nos capacités d'interoception, de ressenti de nos capacités internes. Et puis on peut se projeter un peu et se dire qu'en sera-t-il de nos capacités d'empathie et de cognition sociale quand toutes nos interactions, ou une partie, seront médiées à travers une couche d'analyse des émotions en temps réel. Et donc c'est ça qui a amené certains transhumanistes californiens à considérer qu'au vu de la difficulté qu'on a à laisser notre portable derrière nous, à laisser nos applications, notre ordinateur derrière nous, et bien quelque part, une partie de notre cognition est déjà déportée sur la machine, et donc on serait déjà des cyborgs. Alors je vais finir ce petit tour ici en parlant de la gestion de tâches. Il y a un petit peu un mythe du multitasking, comme quoi, vu que le cerveau aurait un fonctionnement massivement parallèle, ou je ne sais pas pour quelle raison, on serait capable de faire plein de choses à la fois. Et peut-être même plus les femmes que les hommes. Bon. Alors ça c'est un mythe. En fait, il n'y a pas vraiment de multitasking. Le multitasking est vrai uniquement lorsque les tâches sont simples, quand elles sont apprises et quand elles sont automatisées, c'est-à-dire qu'on est déjà des experts dans ces tâches. Typiquement un prof de piano qui sera en mesure à la fois de lire sa partition et puis de regarder ce que son élève fait. En dehors de ça, pour tous les autres cas, chaque changement de tâche va s'accompagner d'un coût qui va venir dégrader nos performances, en particulier quand on a un besoin vraiment de changer complètement de contexte. Et ça m'amène à un gros problème qui est imposé par les usages actuels du numérique, qui est celui de la fragmentation du travail. Il y a une étude par exemple de Gloria Mark de l'Université de Californie qui montre qu'en 2004, le temps de concentration moyen sur les écrans il était de 3 minutes. En 2012, un temps de concentration moyen sans interruption il était de 1 minute 15. Et sa dernière étude sur des étudiants nés dans les années 2000 semble indiquer que ce temps est descendu à 45 secondes. Donc on a tous fait l'expérience de ces interruptions, de ces changements de tâches fréquents. Or, toutes ces interruptions ont un prix, elles s'accompagnent en général d'un niveau de stress plus élevé, de frustration, d'un effort mental, d'une charge mentale, et puis vraiment d'un ressenti latent de pression temporelle. Donc à cause de ça, c'est plus difficile d'atteindre un état où on va avoir une performance optimale, un état de flow, qui pourtant est nécessaire pour permettre une pensée créative. Donc on peut se demander quel peut être l'impact ici, et c'est juste une question que je pose, de ces nouveaux usages du numérique, notamment pour favoriser l'innovation, sachant que nos rythmes de travail sont en permanence perturbés. Alors du coup, si on souhaite s'ouvrir au potentiel énorme de changements positifs que nous offrent les technologies de l'information, tout en gardant le contact avec ce qui fait ce que nous sommes, notre intégrité et nos capacités biologiques, il faut que le design des produits et des services qui impactent tant de personnes soit pensé en termes de neuroéthique, c'est-à-dire ne pas être préjudiciable à la personne au vu des connaissances actuelles qu'on a en neurosciences. Donc ça m'amène à un aphorisme d'un écrivain français d'anticipation que j'aime beaucoup, Alain Damasio, qui dit que la technologie doit empuissanter, c'est-à-dire au sens de empowering, de permettre d'autonomiser la personne, plutôt que d'impuissanter, c'est-à-dire de reléguer nos savoirs et nos connaissances à la machine. Alors là, bon, j'ai dressé un portrait un peu noir. Maintenant, on va y mettre un petit peu de lumière. On n'utilise que 10% du cerveau. C'est vrai ou c'est faux ? Qui vote vrai ? Ouais, ok. Et ben c'est faux. C'est faux. Alors si c'est vrai qu'à un instant donné, on n'utilise pas 100% de son cerveau, de la même façon qu'à un instant donné, on n'est pas en train de contracter 100% de nos muscles, eh bien toutes les zones de notre cerveau sont utilisées. Notre cerveau et le corps de façon générale, ils vont chercher le principe d'efficience, c'est-à-dire d'avoir un fonctionnement le plus optimal, le plus performant possible, en minimisant la dépense d'énergie. Et donc il ne peut pas s'embarrasser d'avoir des zones ou des aires inutilisées. En revanche, c'est vrai qu'il y a un potentiel énorme de connexion
et d'apprentissage dans notre cerveau, et ça c'est la neuroplasticité, qui a été découverte en partie par les travaux de Paul Bach-y-Rita. Donc en quoi ça consiste ? Et au fil de la vie, plus les tissus cérébraux sont sollicités par nos actions, mais pas seulement, aussi par nos pensées ou par des émotions, et puis ils vont développer les connexions nécessaires à une fonction donnée. Et on sait maintenant, c'est assez récent, depuis moins de 10 ans, que cette capacité incroyable à se remodeler, en fait, elle n'est pas juste limitée au développement de l'enfant, mais qu'elle perdure tout au long de la vie. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des pratiques, des techniques, ou par exemple des usages possibles du numérique, qui nous permettraient de tirer profit au mieux de ce potentiel énorme et de cette capacité naturelle au changement ? Je vais essayer d'en citer quelques-uns, de façon non exhaustive. Alors, s'il y en a bien qui ont remarqué et qui étudient depuis très longtemps les pouvoirs de l'esprit sur le cerveau et le corps, c'est les moines tibétains, qui méditent depuis des milliers d'années. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a maintenant environ 30 ans de ça, il y a eu un rapprochement entre la science, les neurosciences, et les pratiques contemplatives, notamment grâce à l'initiative du Mind and Life Institute. Et donc là, il y a une citation du Dalai Lama que j'aime bien, qui est ce qu'il aurait dit, alors qu'on venait de lui expliquer en quoi consistent les neurosciences. Et là, il a dit « Ah, d'accord, je comprends maintenant. En fait, on fait la même chose, seulement vous, les scientifiques, vous étudiez l'esprit de l'extérieur, tandis que nous, on l'étudie de l'intérieur. » Et en fait, ces deux points de vue sont vraiment complémentaires. Et leur mise en commun peut vraiment nous en apprendre énormément sur notre fonctionnement. On parle, alors c'est un gros mot, attention, de neurophénoménologie. En gros, ça veut dire qu'on va à la fois considérer des données objectives et quantifiables sur nos activités physiologiques et cérébrales, et des données subjectives, mais non moins quantifiables, sur nos ressentis internes. Et depuis 20 ans, il y a de nombreux résultats scientifiques qui ont montré, qui sont venus même démontrer le pouvoir de l'esprit très fort sur le cerveau et le corps, avec une influence bénéfique notamment sur la régulation affective, le focus attentionnel, les troubles comme la dépression, le stress, l'hyperactivité, l'insomnie, etc. Et cela à travers de nombreuses approches corps-esprit, dont font partie les pratiques méditatives, mais pas seulement. On peut citer au même titre, mais elles ne vont pas agir de la même façon, l'hypnose, l'effet placebo, les techniques de relaxation, le biofeedback dont je vais vous reparler, le yoga et de nombreuses autres médecines alternatives qui sont malheureusement souvent peu démontrées. Donc ça pourrait être le sujet d'une présentation à part entière. En attendant, je vous conseille cette super référence, ce bouquin de Michel de Vancken sur les pouvoirs de l'esprit. Et allez, je vais quand même vous donner un résultat d'une étude qui est parue cette année sur le déclin cognitif. Donc il faut savoir qu'avec l'âge, le cerveau subit des transformations, notamment sa taille est réduite, et il y a une perte des tissus qui assurent la connectivité entre les zones, ce qui affecte la mémoire, la régulation affective et le contrôle cognitif. Maintenant vous savez ce que c'est. Alors est-ce que la méditation peut enrayer ce déclin par exemple ? Donc ça c'est la question que se sont posées les chercheurs de l'équipe de Gaël Chetla de l'université de Caen, au sein du projet de recherche Meditaging. Et pour y répondre, ils ont comparé les structures anatomiques en venant scanner des sujets. Ils ont comparé donc les structures anatomiques du cerveau de participants qui méditent avec au moins 4 ans d'expérience et de sujets contrôle non méditants. Et ce qu'ils ont retrouvé, ce qu'ils ont observé, c'est qu'en moyenne, à l'âge de 50 ans, le cerveau des méditants était 7,5 années plus jeune. Un écart qui semble se creuser avec l'âge. Donc des résultats qui sont super encourageants. Un autre levier très puissant, actuel, pour développer l'immense potentiel de notre esprit, ce sont les jeux vidéo, et en particulier le serious gaming. Je m'explique. Prenons un exemple d'une consultation médicale classique. J'ai des symptômes particuliers, je vais voir mon médecin, il va me prescrire une certaine molécule, et puis si ça n'a pas d'effet, quelques jours ou quelques semaines plus tard, je vais revenir. Éventuellement, il va peut-être me faire passer des examens supplémentaires, puis il va peut-être changer la prescription ou adapter la posologie. Bon, là, on voit qu'on est vraiment dans un cycle long, avec une approche qui est peu engageante et peu personnalisée, dans la mesure où la plupart des traitements médicamenteux sont très peu ciblés. A l'inverse, le jeu vidéo, dans le jeu vidéo, dans ce monde-là, il y a un savoir empirique depuis plus de 20 ans sur comment engager au mieux des joueurs et leur faire vivre des expériences fortes. Et on sait bien que la motivation, c'est un facteur clé pour la réussite de toute thérapie ou tout apprentissage. Donc on a vraiment une approche ici qui est engageante.
Et par ailleurs, quand on plonge le joueur dans un univers virtuel contrôlé, on peut choisir sa tâche, ce qui va nous permettre de cibler des fonctions cognitives très particulières, contrairement à des médicaments. Exactement, en fait, comme dans une expérience en neurosciences. Et puis finalement, dans le jeu vidéo, on a une boucle fermée. C'est-à-dire que le jeu prend en compte de façon immédiate les actions du joueur, qui en retour va adapter son comportement. Et donc ça va nous permettre des cycles très courts, où on va pouvoir adapter en permanence les tâches qu'on fait faire au sujet pour le placer systématiquement dans une zone optimale d'apprentissage. Donc ici, on est vraiment sur une approche qui peut être personnalisée. Donc imaginez maintenant qu'on injecte dans cette boucle des données physiologiques ou neurophysiologiques, comme nos activités cardiaques, respiratoires, notre sudation, voire même notre activité cérébrale. Bah ça, en fait, ça existe déjà. Ça s'appelle le biofeedback ou le neurofeedback quand il s'agit du cerveau. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici, mais il faut juste savoir que c'est tout un jeu de techniques qui offre un potentiel énorme pour apprendre à mieux réguler son activité physiologique, notamment dans des situations de stress ou dans des cas de troubles mentaux. Finalement, je ne peux pas m'empêcher de vous parler, faire l'impasse sur cette technologie disruptive qui a déjà un impact très fort sur nos vies, le big data. Savoir que toutes les approches qui reposent sur la collecte et l'analyse de données massives offrent un potentiel phénoménal pour apprendre à mieux se connaître. Je vais vous citer un dernier exemple, issu de la recherche fondamentale autour de notre mémoire géospatiale, c'est-à-dire notre faculté à s'orienter, à planifier et à se souvenir d'un itinéraire. Et notre mémoire géospatiale, elle peut être fortement altérée par un certain nombre de maladies neurodégénératives, dont la démence. Et ce qu'on souhaiterait, idéalement, ce serait pouvoir apprendre à mieux quantifier ces capacités géospatiales pour être en mesure de diagnostiquer les maladies pour lesquelles cette mémoire est impactée. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment nos facultés à s'orienter sont distribuées au sein de la population. C'est-à-dire comment elles varient en fonction de l'âge, de la culture, du pays, etc. Donc ce qu'on aurait besoin, en fait, c'est d'une énorme base normative à analyser et avec laquelle on pourrait comparer chaque individu qui se présente. Et du coup, il y a des chercheurs de l'UCL qui ont eu cette idée géniale de faire appel à des joueurs du monde entier à travers une application qui s'appelle SeaHeroQuest et qui consiste en fait à contrôler un petit bateau pour arriver à trouver des balises et puis une fois qu'on s'est déplacé, à tirer des fusées vers son point de départ. Donc clairement une tâche de mémoire géospatiale. Et en fait, ce projet a rencontré un succès énorme. En moins d'1 an, ils ont récolté les données de plus de 3 millions de joueurs de tous les pays du monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on avait cherché à construire la même base de données en laboratoire, l'équivalent, ça aurait coûté 30 millions d'euros et ça aurait pris surtout 9500 ans. Donc il y a vraiment un super potentiel autour des approches participatives qui reposent sur la collecte et l'analyse de grandes masses de données. Pour finir, je crois que j'ai encore un peu le temps, je vais vous parler quand même un petit peu de ce qu'on fait dans notre start-up. Donc Open Mind Innovation, on a vocation à proposer des neurotechnologies qui permettent de garder l'esprit vif, jeune, en bonne santé tout au long de notre vie. Et donc on est une équipe d'une quinzaine de personnes à l'heure actuelle, en croissance très rapide, avec des neuroscientifiques, des experts en machine learning, des psychologues, mais aussi des game designers, des artistes. Et en fait, ce qu'on a souhaité faire, c'est commencer à traiter un premier sujet qui va être trouver un sujet qui impacte gravement nos fonctions cognitives. Et donc ce sujet-là, vous le connaissez tous, c'est le stress. Quand on est en situation de stress, nos capacités cognitives peuvent être dégradées jusqu'à 60%, et puis il y a une énorme prévalence du stress, tout le monde a déjà vécu ça, et c'est pas prêt de s'arranger. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni une quinzaine d'experts du stress, depuis des coachs en yoga, médecine ayurvédique, jusqu'à des médecins spécialistes du stress chez le combattant, en passant par des chercheurs en psychologie positive. Et tous ensemble, on a mis au point un programme d'entraînement de 10 semaines où on vient plonger nos clients, nos participants, dans des univers virtuels et utiliser la réalité virtuelle notamment pour recréer des situations de stress. En même temps, on mesure un certain nombre de variables physiologiques comme l'activité du cœur, la respiration, la sudation, mais aussi l'activité du cerveau. Vous voyez ici un bonnet EEG pour électroencéphalographie, ainsi qu'un certain nombre de données comportementales comme l'eye tracking. Et en fait, on utilise toutes ces données pendant l'expérience pour représenter
ce qui se passe dans notre corps en situation de stress et apprendre à mieux comprendre les mécanismes de gestion du stress. Notre programme, il est donc basé sur tout un pilier de neurosciences et donc une mesure très rigoureuse de nos activités, mais aussi sur l'intégration d'un certain nombre de pratiques corps-esprit. Et donc au cours des 10 séances, des 10 semaines, nos participants sont amenés à essayer un certain nombre de techniques. Et en fait, notre mesure ici va permettre de faire la preuve de l'efficacité des différentes techniques et de venir vous indiquer, bah oui, c'est cette technique-là qui est la plus efficace pour vous individuellement. Donc en fait, on commence déjà à répondre à une question de la médecine 3P, la médecine du futur, une médecine où on va être dans une médecine préventive, prédictive et personnalisée. Merci pour votre attention. Merci Jonas. Merci Jonas, tu viens de nous poser là vraiment un vaste sujet. Il y a un point sur lequel je ne t'ai pas entendu parler, c'est un point, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux aussi ces derniers jours, donc hier, c'est le problème de l'attention. On est dans un vrai sujet, c'est le rapport au temps présent, le rapport à ce que l'on est en pleine conscience à l'instant présent. Alors, ceux qui me connaissent bien savent que je suis passionné par ces sujets de temporalité. On a parlé de phénoménologie, tu as parlé de phénoménologie, je ne parlerai pas de philosophie de Saint-Augustin, mais j'y pense beaucoup. L'attention, c'est un sujet à telle enseigne que l'Éducation nationale a annoncé, je crois que c'était hier ou avant-hier, qu'elle allait mettre en place depuis la grande section de maternelle jusqu'en 5e, des cours portant sur l'attention, parce que c'est le défi des gamins d'aujourd'hui, c'est de mobiliser leur attention. Alors c'est un chercheur en neurosciences, Jean-Philippe Lachaud, qui est à l'origine de ce programme. Quel est ton point de vue et quelle est ta perception justement de ce point sur l'attention? C'est génial. Donc Jean-Philippe, je le connais assez bien. J'ai eu la chance de l'avoir comme président de jury lors de ma thèse. Et son programme, qui est le programme ATOL, Attention à l'école, est super important parce qu'il va permettre justement de nous éduquer dès le plus jeune âge. Quand je présente ce qu'on fait à Open Mind, je dis bien qu'on va chercher à mettre en place des services qui permettent de garder l'esprit vif, jeune, en bonne santé tout au long de la vie. Et donc tout au long de la vie, c'est important parce que ça veut dire quand on est adulte, quand on est dans la vie active, quand on est en pleine situation possiblement de challenge, de stress, c'est là qu'on en a très besoin. Mais aussi quand on commence à vieillir, pour notamment enrayer le déclin cognitif avec l'âge. Et donc là, j'en ai pas parlé, mais il y a de nombreuses études qui montrent qu'en fait, même chez des personnes âgées, on peut arriver à avoir des performances sur certaines tâches bien meilleures que des jeunes de 20 ans avec de l'entraînement. Et de façon très importante, en effet, dès le plus jeune âge, pour apprendre à mieux se connaître et puis pouvoir tirer profit au mieux du potentiel énorme qu'on a chacun dans nous. Alors c'est pas gagné parce que là aussi vous avez peut-être vu ça, hier, un Français sur deux choisit sa destination de vacances en fonction de la possibilité de se connecter à Internet, sur la déconnexion. Ouais. C'est pas gagné. Peut-être qu'il y a des questions pour Jonas dans la salle. On a 2 minutes. Une question là-bas. Bonjour, Arnaud Lemercier, agence de développement WixiWeb. J'ai une question par rapport à la réalité virtuelle qui a été évoquée juste à la fin. Par rapport à tout ce qu'on a vu, les interactions publicitaires, les choses comme ça, tout ce qui attire l'attention. Avez-vous un retour sur les éventuels dangers de la réalité virtuelle, soit de la surconsommation, enfin en tout cas sur une approche grand public, je ne parle pas des études, mais vraiment sur le fait que peut-être demain on aura beaucoup plus de réalité virtuelle dans nos vies. Ouais, ça rejoint aussi un petit peu ta remarque sur l'hyperconnexion en fait, qu'on voit à l'heure actuelle. Sur la réalité virtuelle, on a vraiment un outil ici qui est très puissant. Moi j'ai présenté des aspects plutôt positifs en termes d'immersion, de recréation d'expériences, et sur ces aspects-là on peut citer aussi par exemple toutes les approches de remédiation cognitive, notamment pour le traitement des phobies. On se permet d'utiliser la réalité virtuelle pour se replonger en toute sécurité, progressivement, se réexposer à des stimuli qui peuvent nous rendre anxieux.
Mais de la même façon que c'est un outil très puissant pour nous immerger, il y a aussi le risque, en effet, de se retrouver coincé quelque part et complètement dépendant. Donc moi, je pense que j'ai essayé de l'aborder un peu en parlant de ces technologies qui devraient nous permettre de rester autonomes, avec vraiment une neuroéthique derrière. Si la variable qu'on cherche à maximiser, c'est uniquement la dépendance du sujet aux outils numériques qu'on développe, là ça pose une vraie question éthique, en effet. Merci beaucoup, Jonas Châtel Goldman. Merci, Jonas.